Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Je suis ravie d'animer ce 8e webinaire de notre semaine de l'innovation et du digital RH que nous organisons au sein du Top Employer Institute depuis lundi. Nous avons eu le plaisir de vous faire découvrir des projets très innovants, digitaux, en présentant des cas très concrets de nos top employeurs, notamment Sanofi, le webinaire qu'on vient juste de terminer, SAP France, Saint-Gobain, et voilà, des présentations de start-up aussi très innovantes. Donc, si vous n'avez pas eu l'opportunité de visionner ces webinaires, sachez qu'ils seront en replay sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour découvrir tous ces replays. Un petit point technique pour commencer. Si vous souhaitez poser vos questions lors de ce webinaire, vous avez l'onglet questions dans votre panneau de configuration GoToWebinar. Nous y répondrons plutôt à la fin et n'hésitez pas à les poser dans cet onglet. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux intervenants. Bonjour. Nous avons donc Benoît Montet, qui est un de nos experts RH internationaux chez Top Employer. Bienvenue Benoît. Et nous avons également Julien Levert, le directeur général adjoint de Juliette Stawen, cabinet de conseil et management, qui vient plutôt particulièrement en sa qualité de président du Lab travaillé en 2021 de l'Institut Esprit Service, le think tank du MEDEF. Bienvenue Julien. Merci, bonjour à tous. Alors Benoît, juste quelques mots, pourquoi on organise cette conférence aujourd'hui ? Déjà, merci à toi, Shirley, et merci à Top Employer France de nous donner l'occasion de participer à cette série de webinaires. En fait, ce webinaire, c'est la conclusion d'une semaine assez riche en échanges et en inputs pour donner un peu de suite au déconfinement et pour se redonner un peu de perspective et d'allant avant les grandes vacances et puis pour enquiller sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Et donc, on s'est dit avec Julien, on a pensé que assez modestement, il serait intéressant de croiser nos regards de citoyens, parce qu'il se trouve qu'on habite dans 2 pays différents, sur ce qu'on a vécu dans ces dernières périodes, pour en tirer un peu ensemble des tendances, sur les grandes tendances RH, sur la place du digital, et puis ce qui a été des révélateurs en fait dans cette crise sanitaire. Donc, on a imaginé trois approches, une partie gestion de crise en France pour moi, et puis en France pour Julien, pardon, et aux Pays-Bas pour moi, dans une première partie. Enfin, donc ça sera un peu la divergence, vous le verrez. Et puis après la convergence, qu'est-ce qu'on en retient finalement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui a bougé. Et puis on voudrait faire un peu de prospective, parce que c'est un peu ce qui nous anime aussi, sur qu'est-ce qui est durable dans tout ça. Très bien. Alors Benoît, pour commencer, quelques mots, peut-être tu peux nous présenter le Top Employer Institute ? Oui, alors Top Employer Institute, l'objectif, le purpose, comme on dit en bon français, de Top Employer, c'est de valoriser et de reconnaître la qualité de ce que font les entreprises pour leurs collaborateurs. Donc, on est une entreprise, un auditeur des bonnes pratiques ou des pratiques de ressources humaines et de management des grandes entreprises dans le monde entier. Aujourd'hui, on existe depuis 28 ans. On n'est plus vraiment une start-up, mais enfin, Facebook existe depuis 17 ans, Twitter depuis 14 ans, donc voilà, ils ne sont plus non plus vraiment des start-up. Ce qui fait notre particularité, c'est notre méthodologie, parce qu'on a une méthodologie d'audit, un framework de certification qui s'applique pour tous les pays du monde, pour tous les types d'entreprises, ce qui nous permet des analyses, des comparaisons et des benchmarks qui sont assez riches d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, la dimension de tout ça, c'est quasiment 1700 organisations qui sont certifiées dans le monde entier. Ça couvre 119 pays cette année. Et puis, grâce à ces certifications, on a la modeste prétention d'avoir impacté positivement plus de 7 millions de salariés dans le monde entier. Merci Benoît pour cette présentation. Julien, de ton côté, quelques mots sur Juliette Stawen ? Oui, rapidement. Donc, Juliette Stawen, c'est la fusion de 2 cabinets en 2015. Un que vous connaissez sûrement de nom, qui était Bernard Julier, spécialisé de tout ce qui était développement humain. Et puis Stawen, cabinet de stratégie et organisation. Alors, pourquoi cette fusion? Tout simplement parce que notre promesse, on avait une conviction qui était de dire que si on veut réussir une transformation,
on a plus de sens d'y arriver si on adresse dès le départ, dès l'amont, les enjeux people et les enjeux business. Alors, quand on dit business, on parle de quoi? On parle de stratégie, on parle de business model, on parle de lean, on parle de DSI. Et quand on parle de people, eh ben, on parle de learning et développement, on parle de people transformation, on parle de change management. Et aujourd'hui, on s'est structuré autour de 4 pôles que vous voyez, business transformation, agile transformation, digital transformation et people transformation. Et c'est ce qui fait un peu notre particularité sur le marché, c'est cette croisée des chemins et ce double regard à chaque fois que nous avons sur les problématiques que nous posent nos clients. Derrière une problématique people, il y a souvent une problématique business, et derrière une problématique business, il y a une problématique people. Aujourd'hui, nous sommes 450 collaborateurs, on est sur une croissance depuis 5 ans. Je crois que le marché a bien compris notre positionnement et on en est ravis. Voilà. Très bien, merci Julien. Alors, on va commencer cet échange avec donc ce partage de regards, hein, ce regard croisé sur notamment le confinement, le passage du confinement au déconfinement. Donc, comment vous avez vécu cette période et on va voir, est-ce que vous avez été synchrone en fait pendant cette période? Julien, je te propose de commencer. Oui, ben, je crois que les 2 photos sont extrêmement intéressantes. Alors, la première, je vais parler au nom de la France, modestement. Nous, ça a commencé. Je ne sais pas si c'est moi, mais je ne t'entends plus. Non, je n'entends plus, Julien, non plus. Julien, je ne t'entends plus. Bon. Et il ne nous entend pas non plus, du coup. Non. Ça accompagne. Ah, Julien, oui. Il y a eu des coupures, donc on n'a pas entendu la première partie de ce que tu as mon dit. micro. Alors, tu sais là, quoi, c'est bon, ça marche. Ça revient. Bon, ouais, c'est bien. Et en l'occurrence, donc. Non, ça ne marche pas, Julien. Ça ne marche pas. Alors. Les joies du direct, Shirley. Oui, c'est ça. Bon, je peux parler du. Ouais. Là, vous m'entendez, je pense, non? C'est mieux? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Okay. Voilà. Bon, voilà, super. Ouais. C'est bon, là, pour vous, toujours? Oui, c'est bon. Bon. Super, ok. Bon. Donc, je disais que quand il prononce cette notion de guerre sanitaire, elle s'accompagne d'un certain nombre de mesures qui vont être des mesures donc, pour préserver la population française, en tout cas sur l'aspect éviter la contamination. Et donc, on va connaître cette fameuse, ce confinement qui officiellement est annoncé pour 15 jours, confinement qui va nous obliger à rester chez soi. Et donc, on se souviendra qu'on a eu 48 heures finalement pour pouvoir changer de quitter son bureau et de se mettre chez soi, avec un fameux certificat qui va sortir une semaine après, un téléchargement qui va nous permettre effectivement de se déplacer en cas d'extrême nécessité. Donc, extrême nécessité, ça va être effectivement tout ce qui concerne l'alimentaire, éventuellement faire des visites sur le médecin ou malheureusement éventuellement se rapprocher d'un proche de sa famille s'il est dans un état critique. On va former les frontières, ça c'est un point important. Là aussi, les étrangers, les Français qui étaient à l'étranger, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un avion, ils vont pouvoir rentrer. Ça a été le cas d'ailleurs personnellement de mon fils qui était de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça a été très très limite. Et puis, il annonce toute une série de mesures d'accompagnement des organisations et des entreprises, où il annonce qu'effectivement, la France saura aider ces entreprises. Et parmi les mesures qu'on va connaître et qu'on a vécues après par la suite, c'est le fameux chômage partiel, où l'État, dans un premier temps, va assurer 84% du salaire brut des salariés. Puis, il va déclencher un peu plus tard tout ce qui est emprunt de la BPI pour pouvoir accompagner les entreprises avec des taux quasi à taux nul sur les 3 premières années. Voilà, donc, à la fois une perspective très difficile, très dure. On lui a même dit, on a même reproché en disant, mais vous prenez les Français un peu pour des gens non responsables, compte tenu de la dureté des mesures. Le gouvernement, à juste titre, répondra, mais qui peut le plus, peut le moins. Et en l'occurrence, il faut à tout prix baisser ce fameux taux de contamination qui est trop élevé, qui je crois qui était à ce moment-là de 4,9. Et l'objectif était de réduire à 1. Donc, on va connaître, non pas 15 jours, mais on va connaître au fur et à mesure pendant 3 mois,
jusqu'au 11 mai, un certain nombre de prolongements de ce confinement avec à chaque fois des explications et à chaque fois un update. Et puis avec tous les soirs le point du ministère de la Santé qui faisait un point effectivement sur un peu les statistiques malheureuses du nombre de morts et du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de personnes qui sortaient et qui étaient guéries. Voilà en résumé ces 3 mois qui bien sûr ne nous ont pas laissés indifférents et qui posent à la sortie beaucoup de questions. D'accord. Et du coup, toi, de ton côté, Benoît, comment tu as vécu ça aux Pays-Bas? Alors l'approche était légèrement différente. Il y a eu le lendemain de l'intervention de Macron, une intervention de Mark Rutte, le 16 mars à la télévision, c'est le premier ministre, qui parle de démocratie mature. Lui, il ne parle pas de guerre, il dit au contraire qu'il va prendre des mesures qui sont sans précédent en temps de paix. Donc on parle de paix et on dit que ces mesures sont sans précédent en temps de paix. Il parle aussi de la maîtrise de l'information en disant on est dans un monde d'information, tout se diffuse, tout le monde a une opinion, je le comprends. Maintenant, on a un référent, c'est notre comité d'experts, c'est notre épidémiologiste et c'est l'Organisation mondiale de la santé, point. Voilà. Et on n'en dévie pas. Le principe aussi qui était intéressant, c'était le principe de l'immunité collective. Donc on isole le groupe à risque et on fait en sorte de contrôler la contamination des populations non à risque. Donc, et l'objectif, c'est de faire en sorte que le système des hôpitaux n'explose pas. Voilà, ça, le principe, c'est vraiment l'immunité collective. Et puis, peut-être en réponse à la position française de la veille, c'est il y avait 3 possibilités. On laisse faire, on contrôle ou on ferme tout. Mais ça, c'est pas une option. Donc, fermer le shutdown, ce n'est pas une option. Pourquoi? Parce que les Pays-Bas sont un pays de marchands, c'est un pays de commerce, et donc il ne s'agit pas de fermer les frontières. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, la Belgique les a fermées et l'Allemagne aussi. Donc, on s'est retrouvé dans la même solution. Mais bon. Et puis, le discours de Rutte, ça a été aussi demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vos voisins. Un peu dans l'écho de ce que disait Kennedy. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays plutôt que de demander ce que le pays peut faire pour vous. Usez votre sens commun, écoutez les experts, écoutez vos voisins et aidez-vous les uns les autres. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même ça, c'est la démocratie responsable. Conclusion, d'un point de vue économique, peu de chômage partiel, et une solidarité qui a aussi un lien avec ce qu'on appelle le Polder modèle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est on habite tous en dessous du niveau de la mer, on a tous des idées différentes, des business différents, mais ce qui nous tient ensemble, c'est les digues. Si les digues cassent, on est tous inondés. Donc chacun se tient par la barbichette de l'autre, et la barbichette, c'est la digue. Donc ce polder modèle fait que dans son polder, on fait ce qu'on veut, mais les digues sont incontournables. Et ces digues, en fait, c'est les distances de 1,50 m, la fermeture des terrasses, des grandes tours de bureaux. Mais on continue à travailler. C'est impératif, on continue à travailler. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis 3 mois, les choses ont évolué, les frontières se sont rouvertes, les bureaux aussi se sont rouverts, et que la règle aujourd'hui, c'est vous vous sentez mal, faites-vous tester. Tout est fait pour tester un maximum les concitoyens et en faire des gens responsables. C'est-à-dire que la réponse au test, c'est un outil pour vous de prendre la bonne décision. Voilà. C'est intéressant parce que dans le discours dans le discours d'Emmanuel Macron, il parle de notion d'adaptabilité. En fait, il parle d'adaptation. Je vous lis la phrase. À mesure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes, il faudra, en lien avec les éclairages donnés par les scientifiques, des expériences de terrain, il faudra nous adapter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du côté en Hollande, on parle de responsabilisation, d'autonomie, de bon sens finalement. Et c'est 2 approches complètement, finalement, 2 philosophies différentes dans la manière dont ça a été appréhendé. Est-ce que vous voyez, du coup, on voit bien qu'il y a quand même 2 versions différentes de voir ou d'avoir géré en tout cas la situation. Est-ce que vous voyez des convergences tout de même? Les convergences, je pense que malheureusement sur les chiffres,
avec Benoît, on avait fait un petit calcul rapide, mais finalement, sur les chiffres, les résultats sont tout aussi tragiques, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le taux est similaire en France par rapport à la Belgique, compte tenu de la population, hein, qui est de, je crois, 15 millions en Hollande et de 65 millions en France. Donc, on arrive au même chiffre. Euh, après, la question que ça pose juste derrière, c'est finalement qu'est-ce qui se passe depuis le 11 mai? Parce que est-ce que finalement ces mesures de soutien, et quand je parlais d'emprunt de la BPI, hein, l'enveloppe était une enveloppe de 300 milliards qui a été débloquée par le gouvernement. Est-ce que tout ça va nous permettre de redécoller très très vite? Donc là, je vais juste me fier à une étude Exerfi parce que enfin, je pense que nul n'est prophète en son pays, c'est qu'à le dire. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. La seule chose, si je prends quelques chiffres d'Exerfi, donc ils ont fait une étude du 12 au 22 juin, ils disent que la Banque de France et l'INSEE pensent qu'on est revenu à 12% du PIB du niveau de l'année dernière. Voilà, donc ça c'est le premier point. Aujourd'hui, sur l'ensemble des entreprises, aujourd'hui 73% des salariés sont en activité. Seuls 5% des salariés ne sont pas n'ont pas repris d'activité. La part du chômage partiel est revenue à 13% des effectifs dans les entreprises. Je crois que c'est important de l'avoir ça en tête, hein, parce qu'on parle beaucoup de cette reprise du chômage partiel, mais on en est à 13%. Et pour l'instant, 86% des salariés appartenant à des entreprises étaient maintenus ou avaient accru leur emploi. Bon, ça, c'est de manière très factuelle et statique. Maintenant, la presse, et on voit bien que les dernières annonces des grandes entreprises, qui a commencé par l'aérien, que ce soit Air France ou que ce soit Airbus, malheureusement, annoncent des plans sociaux importants. Les médias annoncent des plans sociaux importants, hein. On a le groupe Altis. Et l'estimation, donc encore une fois, c'est Exerfi, hein, donc, on estime à une destruction de 1,2 million d'emplois en perspective, donc, ce qui est quand même une catastrophe économique. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est de savoir comment on va résister. Alors, comment on va résister Alors peut-être pour répondre par rapport à ça, sur les convergences, c'est vrai que ouais, tout à fait. on a regardé les chiffres avec Julien, on s'est aperçu que effectivement ils sont assez tristes, et que finalement, malgré des approches qui étaient vraiment différentes, il y a des petites différences, hein, mais elles sont peut-être plus liées aux 65 millions d'habitants d'un côté, aux 17 millions d'habitants de l'autre, que vraiment sur les résultats. On voit ce qui s'est passé, par exemple, sur les maisons de retraite. On a connu la même situation ici, la même situation. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire sur l'approche Xerfi, des prospectives, de destruction d'emplois, etc. On a eu ces mêmes chiffres ici à l'époque de l'impact de la robotisation. Et en fait, c'est pris différemment. Ici, on nous informe sur les prises de commandes, sur le nombre de propositions envoyées. Et au lieu de parler de destruction d'emplois, parce qu'il y a toujours eu des destructions d'emplois ici, on a fermé tout le secteur automobile, on a fermé tout le secteur industriel, on n'a plus de grands champions nationaux comme il y a en France, hein, il n'y a plus de DAF alors qu'il y a encore un Renault et un Peugeot, qui, by the way, coûtent un peu d'argent à la France. Peut-être il y a un élément, un exemple qui est assez intéressant, c'est de regarder l'approche Air France et KLM dans la façon dont les deux États respectifs, déjà, se sont mis à égalité en termes de participation, ce qui était très drôle, mais surtout, on négociait avec les directions générales respectives pour calibrer les milliards d'aides. Et il y a eu une annonce très rapide et très spontanée du côté français, et puis une réponse beaucoup plus prudente du côté néerlandais, qui a dit non, non, nous on veut voir les chiffres. Vous nous dites, oui, vous avez fermé tant de lignes, etc. Très bien. OK, tant que c'est pas fermé, il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc vous aurez de l'argent quand vous en aurez besoin. Et ce qu'on voit, alors assez modestement ici, on ne sait pas. Est-ce que ça va reprendre en V, en U, en L, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on regarde ça sur différents scénarios. On va publier avec Juliette Verveyen aussi un livre blanc un peu prospectif sur les différents scénarios du futur. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas, et l'adaptabilité néerlandaise fait que de toute façon, on s'en sortira dans ce changement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder les opportunités. Et les opportunités, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, ça redémarre fort et que les tenders n'ont jamais été aussi nombreux, les appels d'offres, que les propositions faites par les entreprises ou demandées par les entreprises sont extrêmement forts. Et ça, c'est plutôt le genre de chiffres que communiquent les chambres de commerce ici.
C'est hyper intéressant parce que dans les derniers chiffres que je voulais vous communiquer, ils ont fait un sondage auprès des dirigeants. Donc c'est pas les tenders, hein, c'est pas le nombre d'appels d'offres, c'est plutôt la posture du dirigeant. Et donc on leur demande, mais finalement, qu'est-ce que vous allez faire de vos effectifs finalement? Est-ce que vous allez entre guillemets, licencier? Est-ce que vous allez alors 55% des dirigeants disent qu'ils veulent tout faire pour garder leur effectif, 21% comme projet de les réduire et 25% projettent de recruter. Donc ça c'est intéressant parce que pour travailler aussi avec des dirigeants, ils me disent la chose suivante. Il y a deux angoisses qu'ils ont aujourd'hui en France. C'est d'abord la posture qu'ont eu les actionnaires qui, pendant 3 mois, ont dit il y a une opportunité de faire quelque chose autrement, il y a un rebond, on sera pas, il y aura un avant et un après coronavirus. Donc ça, on a entendu d'ailleurs les médias, les réseaux sociaux s'emparer du sujet de l'avant et d'après. Et finalement, d'un point de vue purement économique, hein, j'entends, je dirais que ça s'est un peu vite oublié, ça. Et qu'aujourd'hui, la question est de dire il faut rattraper le retard. C'est un peu le mot d'ordre dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est il faut rattraper le retard. Donc le dirigeant français va dire à son actionnaire mais écoutez, rattraper le retard quand on n'a pas fait pour 3 mois de vente, ça devient un peu compliqué. Bon, bah, si ce n'est pas les ventes, ça sera donc le Rex. Et donc là, il y a une volonté de couper et de réduire certains frais, donc toujours pareil, hein, bah, le conseil, la communication, le marketing, la formation, enfin voilà, tout ce qui passe en premier. Donc c'est intéressant parce que on aurait pu croire, en tous les cas, en France, qu'il y aurait autre chose qui allait se passer. Et certains dirigeants qui croient beaucoup à ce rebond, à cette nouvelle façon de voir l'organisation, comme une opportunité, se retrouvent un peu avec une douche écossaise et une douche froide sur le fait que finalement, il se passe pas, enfin, on revient vite aux fondamentaux d'avant. Et je pense même, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, que ce sujet des fondamentaux d'avant est un peu le fil rouge de ces semaines qu'on est en train de tous passer ensemble sur la perspective justement de qu'est-ce qui va vraiment passer. Et là, je rejoins Benoît. Je pense qu'il faut être humble encore une fois et en fait, on ne sait pas, vraiment, on ne sait pas ce qui finalement va se passer. Voilà. Ouais. Pas grand-chose à rajouter, à part peut-être sur les conséquences un peu visibles sur l'organisation du travail, purement, avant de parler du futur. C'est plutôt, on a vu les lignes bouger sur les usages et sur la réactivité. Moi, j'étais plutôt surpris de voir la rapidité avec laquelle les Français finalement ont été plutôt dociles, contrairement à ce qu'on pouvait entendre partout, sur le confinement. Sur le fait de continuer à travailler en télétravail, sur le fait d'éviter de dégrader la productivité, et puis la façon dont les salariés ont appréhendé les nouveaux outils collaboratifs comme Teams ou GoToMeeting tels qu'on l'utilise aujourd'hui. Ouais. Alors, aux Pays-Bas, c'est déjà quelque chose qui était très ancré. Le télétravail, ça existe depuis des années. Quand je suis arrivé ici il y a quelques années, je pensais que c'était lié à un cadre social qui était beaucoup plus favorable ou un cadre juridique qui était beaucoup plus favorable. En fait, pas du tout. Le cadre juridique du télétravail, il est aussi, j'allais dire ubuesque, mais on n'en est pas là, mais pas loin qu'en France. Il est juste plus nécessaire. Je vous donnerai juste un exemple. Il n'y a pas la possibilité de se faire rembourser dans les impôts le coût d'une nounou. Ça veut dire que très souvent, papa prend son lundi de libre, maman prend son mardi de libre, le mercredi c'est le grand-père, le jeudi c'est la grand-mère et le vendredi c'est les RTT des uns ou des autres, etc. Sur les lieux de travail aussi, le pays est différent. C'est-à-dire que quand on bouge d'un bout à l'autre professionnellement du pays, on ne bouge pas forcément de lieu de domicile. Et donc, finalement, ça a été une opportunité pour beaucoup de pouvoir se rapprocher de chez eux et de gagner du temps. Voilà, ça c'est. Alors après, il y a d'autres conséquences de tout ça. On en parlera plus tard dans la troisième partie. Je pense qu'en France, tu as raison, c'est une bonne observation. Il y a eu ce que nous avons appelé l'euro-surprise, c'est-à-dire l'euro-surprise de certains dirigeants de dire finalement la productivité n'est pas entamée. Bien au contraire, hein, combien de témoignages on a pu voir de collaborateurs, de salariés disant ils travaillent même beaucoup plus finalement en télétravail, en tout cas avec tous les risques, les aventures que ça pouvait avoir. En tout cas, il y avait cet engagement très très fort. Moi, j'ai eu des dirigeants qui m'ont dit ça me donne une nouvelle vision, de nouvelles perspectives quant au télétravail que j'avais tendance un peu à négliger ou à mépriser.
je pensais que ceux qui travaillaient dehors et en télétravail, et il y en avait encore beaucoup de dirigeants, hein, c'était pas toujours les plus engagés. Donc ça a pu démontrer. Quant aux usages, effectivement, que ce soit les Zoom, les Teams et autres outils collaboratifs, on a eu une accélération forte. Alors, avec la petite nuance que ça a été déployé, je dirais, et les DSI ont relevé la prouesse de déployer ça en 1 semaine, 15 jours, augmenter les bandes passantes, ce que certaines organisations attendaient depuis quelques années. Tout ça, ça a été, je dirais, un lâcher-prise total. En tout cas, la prouesse a été là. Après, l'accompagnement n'a pas toujours été fait dans les meilleures conditions, évidemment. J'avais un dirigeant qui me disait que quand il a demandé le confinement, ils n'avaient pas tous des portables dans l'organisation, donc les salariés ont pris leur PC fixe, je sais pas, la tour, vous voyez, ils sont partis avec sous le bras et se mettent chez eux. Mais en tout cas, ça a fonctionné, ça a marché. Donc ça, c'est vraiment, ça a vraiment été l'heureuse surprise sur l'accélération technologique et des usages en tous les cas. Après, effectivement, on a d'autres sujets qui pointent le nez dont on peut parler dans un instant. Oui, bah, je pense qu'on peut en parler maintenant. Du coup, quels sont les grands enseignements de cette période et à votre avis, qu'est-ce qui peut durer dans le temps? Benoît, je te laisse commencer. Oui, oui. Alors, il y a peut-être une grande conséquence, c'est sur la relation travail salarié-entreprise. Je vous donne quelques exemples. Il n'y a plus de machine à café. Il n'y a plus de cafétéria. Comment est-ce qu'on va recréer ces networks informels sans ce lieu-là? Il y a des questions qui vont se poser sur l'équité des lieux de travail. Moi, j'ai la chance d'habiter en province ou d'avoir une maman qui habite en province, et donc j'ai pu aller chez elle et continuer à travailler dans de bonnes conditions. Par contre, ma voisine, elle a 3 enfants et il n'y avait plus d'école, et donc ça a été beaucoup plus compliqué. Comment est-ce que dans cette équité, quel est le rôle de l'entreprise dans cette équité? Finalement, quand on était tous au travail, on était équitable parce qu'on avait tous la même chaise, le même bureau. Parfois, c'était un peu navrant de voir qu'il n'y avait pas d'originalité. Mais bon, voilà, il fallait rationaliser. Donc, il y a une nouvelle équité à recréer. Alors après, on a vécu des confinements différents, évidemment. Mais il y a des sujets qui vont revenir. On travaille depuis des années sur les RPS, sur l'ergonome au travail, sur la hauteur de la table, de la chaise, etc. Et donc là, on est en train, avec ce travail à domicile, s'il est durable, de se recréer des RPS à la maison. Donc c'est un vrai souci. Et puis après, il y a des questions de sens du travail. Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier? Il y a un exemple assez drôle du commercial export qui est beaucoup plus efficace maintenant qu'il fait tout par Zoom. Il n'a pas de visa, il n'a pas de frais de transport, il n'a pas de décalage horaire, de perte de temps dans les aéroports. N'empêche, voilà, c'est un changement du sens qu'il donnait à son travail, de cette évasion, et donc voilà, il n'y aura plus d'évasion. Je pense que ouverte. sur les questions que ça pose, alors évidemment, il y a le sujet du télétravail. Enfin, je vais pas rentrer dans tous ces sujets-là parce que je crois qu'ils ont été assez, ils sont en débat aujourd'hui. En fait, ça pose la question de qu'est-ce que le travail finalement. Fondamentalement, c'est quoi travailler? Et quand on se pose la question de c'est quoi le travail, pourquoi je travaille, ça pose aussi la question de la synchronicité du travail. C'est-à-dire, en fait, est-ce que travailler, c'est 9h-18h ou 9h-19h? Et on le voit bien que ces sujets-là posent. Quand on prend juste le sujet du télétravail, c'est pas de moi, c'est une consultante qui me disait, mais finalement, quand on dit, l'organisation dit, bah, super, je vais mettre une journée ou 2 jours de télétravail. Ok, mais ça sera de 9h à 18h parce que la loi encadre effectivement très très bien. Alors, on sait que les Français sont très férus de loi, et pas toujours d'adaptabilité, mais voilà. C'est finalement presque encore des réflexes de l'avant. C'est-à-dire que de dire que les gens vont travailler de 9h à 18h, c'est plus du tout adapté, sinon c'est presque has-been. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est cette flexibilité qu'on veut avoir dans le travail. Donc jusqu'où on doit aller, est-ce que ça veut dire que quand je vais reprendre l'exemple que tu disais tout à l'heure en Hollande où le papa doit accompagner ses enfants, est-ce que tout simplement je peux pas moi commencer à travailler à 11h et puis terminer un peu plus tard à 21h parce que j'ai eu des priorités. C'est ces sujets-là que ça touche aujourd'hui, ça. Et ça en France, en tous les cas, c'est un peu compliqué, hein, puisque la loi je dirais c'est la loi qui cadre tout ça. Donc notion de flexibilité, il ne faut pas oublier aussi que
le confinement a été vécu de différentes manières. Alors, je vais reprendre une boutade d'un des experts qui s'appelle François Gueuse, qui me disait, qui est professeur à Lille, il me disait, tu sais, Julien, les gens ont découvert ce que c'est d'avoir mal aux fesses après le confinement. Alors, je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, bah, parce que en fait, les chaises de salle à manger ne sont pas faites pour travailler 8 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a ceux qui ont pu avoir la chance d'avoir leur bureau, il y a ceux qui ont pu avoir une maison à la campagne, et puis il y a ceux qui n'ont pas pu avoir tout ça et qui étaient avec des enfants en bas âge. Et donc, il y a quand même un sujet sur un creusement des inégalités. Et ça, je crois qu'il faut vraiment l'intégrer dans la manière d'adresser un sujet. C'est un peu trop clivant de ce qu'on voit aujourd'hui dans pas mal de communication et autres. Après, ça repose la question du sens de à quoi sert le lieu de travail. Et ça, je te rejoins, Benoît. C'est finalement, si le télétravail peut, par exemple, donner beaucoup d'avantages au fait de ne pas être dérangé, d'être plus performant, d'être plus concentré, pour autant, pourquoi j'irais travailler dans un bureau? Et donc, ça pose la question du sens de ce à quoi doit servir un bureau. Donc, il doit créer de la valeur. Et c'est quoi cette valeur? Est-ce que c'est le fait de se retrouver à plusieurs et d'être créatif, hein, de pouvoir animer les réunions de manière créative? Est-ce que c'est d'autres sujets? Donc, ça va re-questionner le sens de pourquoi je vais aller dans un bureau. Et ça c'est des sujets qui me paraissent importants. Ça pose aussi la question des codes. Alors, je prends mon exemple personnel. Je m'étais dit pendant le confinement, je m'en étais ouvert à toi, Benoît, j'ai dit, ah, je crois que je ne mettrai plus de veste. Une Et veste, j'irai prochain rendez-vous. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Ben, voilà, dans cette webconf, on s'est remis une petite veste quand même. Alors, elle n'a pas de cravate, hein, on a quand même poussé les choses, mais ça veut dire quoi? Est-ce que les codes, finalement, quand je fais une webconf, sont différents des codes quand je serai en présentiel chez un client? Qu'est-ce que devient tous ces codes-là? Est-ce que j'abandonne mon costume? Est-ce que c'est quand même le poids social qui conditionne tout ça? Et est-ce qu'il ne faut pas le sous-estimer? Est-ce qu'on ne sous-estime pas ce poids social, ce poids d'image en l'occurrence? De même que quand je fais une webconf où j'interviens, j'ai un orateur qui me disait, tu sais, c'est difficile de faire une webconf devant 400 personnes que tu ne vois pas et qui ne réagissent que très peu qu'après. C'est un peu angoissant même. Donc finalement, c'est un miroir, c'est comme si je faisais mon speech devant un miroir. Donc on retrouve la notion de sens dont tu parlais du commercial, qui effectivement, si sa vocation c'était d'aller rencontrer des personnes dans d'autres pays, d'être dans le multiculturalisme et de se retrouver derrière son ordinateur et à une caméra, c'est clair qu'il va perdre quelque part la quintessence de ce pourquoi il est intéressant, enfin, il avait choisi ce travail-là. Donc je pense que la notion de qu'est-ce que le travail, c'est vraiment ça la question de fond finalement que toute cette période réinterroge et comment des pays qui ont des traditions, je dirais, culturelles, et on sait que la France c'est la laxe, hein, c'est la loi, comment cette loi-là va pouvoir s'adapter au regard des enjeux que certaines DRH très innovantes veulent adresser. Je pense à PSA qui a voulu mettre l'école blanc en tous les cas au télétravail, puis finalement il est en train de revenir sur sa copie. Enfin, voilà, on voit que c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc je pense que là encore une fois, beaucoup d'humilité dans la manière d'appréhender les sujets, et surtout pas de clivage et pas de jugement un peu à l'emporte-pièce. C'est un peu ça le questionnement qu'on pourra avoir globalement tous ensemble. Oui, intéressant. Je voudrais revenir sur deux choses que tu as dit. C'est sur la mesure de tout ça. Effectivement, pour l'exemple de mon commercial export, il a gagné un temps fou, il a gagné un argent fou. Et donc, tous les gains, en fait, sont assez faciles à mettre en équation, à mettre sur une feuille Excel. Mais on est dans le transactionnel. Le contact client, le message passé, la conférence délivrée, etc. Mais il y a toute une dimension qui s'appelle le relationnel, qui n'existe plus. Le relationnel, c'est d'être dérangé au bureau, de passer devant le bureau du comptable qu'on n'aurait jamais croisé. Le comptable, il aurait été externalisé, on ne l'aurait pas connu pour autant. Et pourtant, quelque part, il apporte quelque chose dans le relationnel. Donc, un des enjeux de demain, je pense que c'est de rééquilibrer le transactionnel et le relationnel et d'essayer de faire rentrer dans la feuille Excel des gains et des pertes, ces pertes qui sont plutôt liées au bien-être, au sens. Voilà, et ça c'est assez compliqué. Une chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est sur la mixité ou la fin des espaces. L'espace-temps et l'espace physique sont mixés aujourd'hui. Mon bureau, c'est mon salon.
mais c'est aussi mon bureau, mais c'est aussi mon salon. Et pourquoi ce ne serait pas possible? Parce qu'il y a la loi. Et donc, comment est-ce qu'on adapte tout ça? Les lois sur les déconnexions, qui sont quand même pas si anciennes, elles ont été faites avec des gens finalement de nos âges, pour des gens pas de nos âges. Donc c'est pas une question d'âge aussi, c'est aussi, on y reviendra peut-être, une question sociale. Et donc les équilibres vie pro, vie perso, c'est peut-être l'équilibre tout simplement. Peut-être qu'il va être plus pro d'un côté, plus perso de l'autre. Aujourd'hui, ces questions sont ouvertes, ces questions sont sur la table, mais on ne sait pas. C'est comme les espaces physiques ou les équilibres physiques. Le bureau avec plein de monde ou les bureaux partagés comme la BNP qui ouvre toutes ses agences en province pour ceux qui partent la veille pour éviter les bouchons et qui vont faire du télétravail dans l'agence locale, à Nice ou à La Baule. Est-ce que ça convient à tout le monde ou pas? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Je voudrais revenir aussi sur cette notion d'équité. Et sur cette notion d'équité, il y a quelque chose qui va être intéressant, c'est sur la durée. Aujourd'hui, on voit bien que on a besoin, comme disait Julien, de rattraper, si ce n'est le chiffre d'affaires, au moins la marge. Voilà. Et pour rattraper la marge, il y a la question du bureau, il y a la question des voyages. Donc, on fait le travel ban, on réduit les bureaux, très bien. Donc, ça, c'est le court terme, parce qu'il faut sauver l'année, il faut sauver les 2 ans qui viennent, ou le plan triennal, on va dire. Mais après, le fait de s'installer là-dedans va faire qu'on va durablement dégager plus de marge. Et donc, va se poser la question du partage équitable de la valeur du temps, de la valeur des espaces entre l'entreprise, l'actionnaire et le salarié. Et ça, c'est, je pense, à long terme, des choses qu'il faudra prendre en compte. Et alors, qui va le prendre en compte? L'entreprise, évidemment, mais aussi, et je pense que ça va dans le sens de l'accélération, je pense que les ERP aussi vont devoir évoluer. On voit l'exemple de PSA. Chez PSA, les IRP se promènent dans les couloirs pour prendre des contacts avec les gens. Demain, s'il n'y a plus de couloir, comment est-ce qu'on contacte les gens? Et comment est-ce qu'on les contacte alors que c'est sur le temps 9h-18h du travail, mais qu'en fait, il est 11h et que la personne contactée accompagne ses enfants à l'école. Voilà, et donc c'est complètement disrupté tout ça. Voilà. Il y a une autre évolution qui va être majeure, c'est que si tout le monde travaille à la maison, finalement, quelle est la différence de traitement ou quelle est la différence d'évaluation entre un prestataire et un salarié? Le salarié, il est évalué sur le temps qu'il va rester, sur sa capacité d'évolution, etc., sur du relationnel et du transactionnel. Le sous-traitant, il est mesuré que sur le transactionnel. Mais s'il n'y a plus de relationnel, parce qu'il n'y a plus de bureau, parce qu'il n'y a plus de temps de travail, finalement, il y a une convergence entre le salarié externalisé et le salarié lui-même. Alors, comment on recrée ces évaluations? Comment on recrée aussi dans le contrat de travail ou le type de travail cette partie relationnelle? Ce que tu viens de dire, pour peut-être terminer, c'est exactement ce qui se passe aussi dans le management. En fait, la question qui est posée par le manager aujourd'hui, c'est comment je fais? Comment je fais pour gérer du froid et du chaud? Comment je fais pour gérer une équipe à distance? Parce qu'on est encore effectivement dans la distanciation sociale, les entreprises n'ont pas toutes repris complètement à 100%. Hein. Et comment je fais le distanciel et comment je gère à la fois le off que je n'avais plus à la machine à café? C'est assez perturbant. Et comment je manage dans cette incertitude permanente qui semble être quand même pendant quelques mois, alors jusqu'à que le vaccin arrive, et j'espère qu'il arrivera vite, mais comment on va faire pour gérer dans cette incertitude? Donc, arrive aussi après les notions d'intelligence artificielle qui pourraient être l'idée d'aider le manager à prendre une décision dans la modélisation de plusieurs scénarios. Hein, puisque quand on a plusieurs scénarios, on a tendance à cadrer, je dirais, à rassurer en l'occurrence. Donc le manager que j'appelle, et que je crois que tu appelles aussi la Christophe Colomb, Benoît, ce manager colombien, on va dire, au sens large, est-ce qu'il a son sens? Est-ce qu'il doit se réinventer? Est-ce qu'il doit justement porter est-ce que c'est son réavènement, je dirais, ou surtout pas, en l'occurrence? Puisqu'on a vu que dans le confinement,
les managers ont eu tendance à reprendre du command and control parce que dans cette forme d'incertitude, ils avaient besoin de tout contrôler. Et ils ont vite compris avec le temps que ça ne servait à pas grand-chose et qu'il fallait le lâcher prise en l'occurrence. Donc ça aussi, ce sont des questions que je trouve qui vont un peu dans le même état d'esprit de ce que tu veux dire. On a une question pour vous qui fait le lien avec management aussi, c'est du coup le rôle des RH dans tout ça. Et à ce moment-là, selon votre avis, est-ce que l'agilité, du coup, elle va prendre plus de place pour les RH? J'imagine que oui, je vous laisse répondre. Alors, on en a parlé ce matin et donc j'invite celle ou celui qui a posé la question à écouter le webinaire de ce matin où on parlait justement de ces deux dimensions. Qu'est-ce qui manque à l'entreprise comme outil pour adresser ces nouveaux sujets? Ça, c'est la première dimension, l'amont. Et en aval, qu'est-ce qui manque au changement culturel dans l'entreprise pour que les outils qu'on a déjà soient utilisés dans leur meilleur contexte, ou qu'on en tire parti au maximum, voilà, sans rajouter encore une couche d'outils. L'objectif, c'est pas rajouter une couche d'outils. Et le rôle de la RH, il est là. Il est peut-être de décrypter les usages. Quels sont les usages? Quelles sont les attentes pour pouvoir apporter des solutions ou apporter des outils qui vont être des outils aidants. Donc, c'est à la fois sur la veille extérieure et sur la veille intérieure qui est de l'écoute. Voilà. Et pour pouvoir avoir de l'écoute, s'équiper elle-même en intelligence artificielle, en automatisation aussi, pour pouvoir dégager du temps et pour pouvoir faire cette mission qui est cette mission d'écoute et d'accompagnement du changement. Je pense que l'agilité des RH de la situation à laquelle que l'on vit, elle peut, enfin, à son paroxysme. C'est-à-dire qu'effectivement, si je prends les exemples des dernières sociétés, il y a une société encore récemment qui passe de 5 jours à 4 jours, hein, payé 5. Enfin, voilà, il y a pas mal de créativité. En tous les cas, on voit bien qu'on veut faire bouger les lignes. Est-ce qu'on peut faire bouger les lignes, mais en tout cas, est-ce qu'on peut les dépasser? C'est ça la vraie question. Et je pense que la RH, il faut que la RH saisisse l'opportunité de dépasser les lignes et plus que de les faire bouger, hein, c'est de les transpercer, je dirais, les lignes, et justement prenne l'initiative. Et donc cette agilité-là, c'est plus que j'aime aujourd'hui que la RH doit se mettre dans cette perspective, avec évidemment toutes les contraintes que l'on connaît, qui sont encore une fois les contraintes de droit social, qui sont là, qui sont plus compliquées. Il y a un très bon article sur ce sujet-là que j'encourage à lire, je crois que c'était dans les Échos hier soir, de quelqu'un qui avait dit: est-ce que la RH pourra transformer compte tenu, encore une fois, du carcan social à la française? Justement, ça me permet parfaitement de faire la transition avec une des questions qui dit, effectivement, vous parlez de flexibilité un peu imposée par cette crise, notamment en termes d'horaire, etc. Mais à votre avis, justement, comment ça peut être articulé avec les obligations légales très fortes de l'employeur, notamment en matière de gestion des temps de travail et du coup les actions autour de l'équilibre des temps de vie? Oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la loi sur la déconnexion. Cette loi a été déconnectée déjà elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment où on parle de confusion du temps de travail et du temps à domicile, à un moment où nous, dans nos enquêtes, on pose la question aux employeurs, est-ce que vous laissez Internet ouvert pour que les gens puissent gérer leur compte, appeler leur banque pendant la journée? Évidemment, oui, c'est indispensable. Puisque les banques sont ouvertes de 9h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Et pourtant, la loi dit non, au travail, vous vous servez des outils du travail pour faire du travail. Donc on voit bien que tout ça, et alors c'est un carcan, c'est vrai, mais ça devient quasiment impossible de respecter ces lois-là. Donc effectivement, on est dans une zone un peu de complexité, d'incertitude, et justement, je pense que c'est une occasion assez unique, et on le voit pour les entreprises qui s'en sortent bien, d'être extrêmement vigilant sur l'écoute à la fois des salariés en direct, mais aussi des instances, des IRP. Ce que disait le DRH de la RATP sur comment s'était passé le Covid, il disait dans les endroits ou dans les dépôts ou sur les lignes sur lesquelles le dialogue était un peu tendu, on a eu des soucis. Là où le dialogue était extrêmement nourri, extrêmement ouvert et transparent, ça s'est plutôt bien passé. Donc oui, il y a un carcan. Ce carcan, il est le même pour tout le monde, mais il y a des lois qui vont évoluer, c'est sûr. Il y a des règles qui vont évoluer.
Et en attendant qu'elles évoluent, parce qu'on n'est pas tous actifs dans son syndicat professionnel ou dans son syndicat tout court, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est l'écoute et le dialogue, et d'essayer de se comprendre les uns les autres. Et puis faire attention aussi que c'est vrai que quand on parle de ces sujets-là, de flexibilité et autres, il ne faut pas oublier les cols bleus. C'est-à-dire qu'il y a aussi des sujets sur lesquels on raisonne souvent col blanc. Je pense que c'est un prisme que l'on a, surtout d'ailleurs nous les consultants, mais en général, on oublie un peu les cols bleus. Et donc je pense que faut garder cet équilibre-là. Donc c'est pour ça que je dirais c'est un jeu, c'est presque une sorte de funambulisme sur un fil qui est assez fin, qu'il va falloir gérer pour la RH. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite sur le fait de comment on gère la flexibilité. Ce qui est certain, ce qu'on dit avec Benoît, c'est qu'il va falloir l'intégrer et la gérer. Voilà. Après, à trouver les astuces ou être un peu plus malin ou encore une fois essayer de faire bouger les lignes ou les transpercer dans certains cas, s'il y a une volonté commune sociétale, je pense que c'est peut-être là que c'est par là que ça va peut-être passer. Merci. Écoutez, le temps du webinaire est écoulé. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions qui arrivent. Merci Benoît, merci Julien. Je pense que ça nous a ouvert de nombreuses questions, de nombreuses perspectives. On se retrouvera dans 6 mois peut-être pour faire le point sur tout ça. Merci à tous, merci d'avoir participé et ce webinaire sera donc en replay disponible la semaine prochaine sur nos réseaux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Nous, Julien Sterwen est Top Employeur pour la publication de notre prochain livre blanc, je pense en septembre, qui va traiter de tout ça et qui était finalement assez avant-gardiste sur ces sujets-là, parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur ce livre blanc, et assez étonnamment, ces sujets étaient déjà dans l'air. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre écoute, et merci à Julien pour ces partages qui sont toujours passionnants avec toi. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À bientôt, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.